Le port de Tanit est un port de pêche qui a été créé et construit il y a moins de 5 ans. Il est situé dans la zone de pêche sud, c'est-à-dire aux environs de Nouakchott et précisément à 60 km de Nouakchott. C'est un port spécial pêche. On ne reçoit que des navires et des embarcations qui viennent débarquer la pêche, des poissons, qui viennent s'approvisionner, qui viennent se ravitailler et qui viennent se réparer des réparations assez légères parce que malheureusement, il manque un atelier de réparation navale comme partout en Mauritanie. Ce port, malgré sa position stratégique, a été un projet inachevé. J'ai eu la chance de le diriger il y a moins de 5 mois. Je rends hommage aux directeurs qui m'ont précédé parce qu'ils travaillaient dans des conditions assez difficiles. Et le dernier d'entre eux, il a passé tout son temps à trouver les financements nécessaires pour parachever les infrastructures qui manquaient à ce port. Ce port qui manquait beaucoup d'infrastructures, par la grâce de Dieu, la volonté publique et la persévérance de l'ancien directeur, a pu drainer 26,5 millions de dollars pour confectionner des structures et des infrastructures qui lui manquaient. Il lui manquait l'eau. Il y a eu un financement de 3 milliards d'Ouguiya du FADES. L'appel d'offres a été lancé. Il lui manquait une usine de stockage et de traitement des poissons. On a eu un financement du FADES pour cette usine. Le président d'ailleurs de la République va poser la première pierre pour cette usine. Il lui manquait un réseau électrique. Il a été financé, il a été adjugé et très rapidement, il va être déployé. Il lui manquait une halle de débarquement du poisson. Le financement a été trouvé, l'entrepreneur a été choisi et très rapidement, la mise en place va débuter. Il lui manquait un remorqueur, le financement a été trouvé, mais le processus de choix du fournisseur n'a pas encore abouti, exactement comme l'infrastructure concernant une aire de débarquement de la pêche artisanale, parce que la cohabitation entre pirogue et bateau est assez compliquée, assez insécurisée, et donc on a envisagé de sortir les embarcations de pêche artisanale à côté, mais dans une aire de débarquement élaborée. Le financement a été trouvé, les appels d'offres seront lancés incessamment et je crois que de ce côté, les choses ont abouti. Le fonds Abu Dhabi, qui a donné 6,5 millions de dollars comme subvention pour la Mauritanie pour ce port, a construit une usine de glace de 120 tonnes jour. Cette usine sera inaugurée parce qu'elle est complètement achevée. Elle sera inaugurée le 25 décembre et je vous invite tous à y assister. Le président de la République va nous visiter. Il va inaugurer bien sûr cette usine, mais il va poser la première pierre à 3 autres infrastructures importantes pour le port que je vais m'empresser de rappeler: une usine de conservation et de traitement du poisson, un réseau électrique moyenne tension et une halle pour le débarquement du poisson, mais une halle moderne. Ce qui va manquer à ce port malheureusement aujourd'hui, et ce qui manque parmi les choses importantes, essentielles, c'est une zone d'habitation. Les autorités ont loti 250 hectares dans la zone du port destinés à l'habitation. Elle se compose de 1518 lots à usage habitation, 216 lots à usage commercial. Toutes les infrastructures, depuis le jardin d'enfants à l'école primaire, au collège et au lycée, seront présentes dans cette ville. Toutes les autres commodités comme la mosquée, le marché et un certain nombre
d'infrastructures publiques sont prévues. Ce matin, lorsque le ministre des Finances nous visitait, on s'est entendu que d'ici la fin du mois ou le début de l'année, c'est-à-dire le prochain mois, les distributions de ces lots vont commencer. Ces lots seront destinés aux usagers du port. Je commence par des employés, il y en a une centaine. Ils viennent aujourd'hui de 60 à 80 km par jour pour travailler et revenir, ce qui est inconcevable, ce qui ne doit pas durer. Il y a aussi les pêcheurs, il y a aussi les usiniers, il y a aussi les capitaines et les matelots dans les bateaux. Donc il y a les commerçants qui sont là-bas. Donc tout ça, il a besoin d'habiter à côté pour pouvoir travailler. Et c'est ce qui manquait. Parce que d'ici, en quittant Nouakchott, la première ville qu'on rencontre, elle est à Chami, à presque 250 km. Donc on ne peut pas avoir de ville proche du port pour que les gens puissent habiter décemment. J'annonce avec fierté que ce problème est en voie d'être résolu et que dans un proche avenir, ce ne serait qu'un lointain souvenir. Le port de Tanit n'est qu'une composante d'une zone économique spéciale. L'article 15 du Code des investissements en cours, qui n'a pas encore été changé, et j'espère qu'ils ne changeront pas ses avantages pour le port de Tanit, a décidé la création de pôles de développement ou de zones économiques spéciales. En 2020, le décret numéro 40 pris en Conseil des ministres ont décrété que la zone de Tanit, qui est composée à peu près de 1000 hectares, est une zone économique spéciale au pôle de développement. Ce qui veut dire que le Code des investissements il prévoit pour cette zone, pour tout investisseur qui veut investir dans cette zone, la distribution ou l'acquisition de terrains de manière express, parce que c'est laissé à la signature du directeur général du port. Et je crois aujourd'hui qu'en moins de 2 heures de temps, sans risque de me tromper, n'importe quel investisseur peut acquérir un terrain qui peut aller de 1 hectare à 50, à la moitié de demi-hectare, 2000 m², 3000 m², 5000, 10 000. Donc il y a des terrains assez vastes et il y a de grandes superficies qui sont pour les investisseurs. Donc l'acquisition de ces terrains est express. On n'a pas besoin de passer par des dossiers qui passeront dans des ministères ou par des conseils des ministres ou par je ne sais quelle autorité. Il est directement à la discrétion du directeur général du port, dont j'assure avec modestie la charge cette période. Le port, comme j'ai dit, il dispose d'une autre batterie pour encourager les investissements. Il dispose d'une exonération à 100% sur l'ensemble des équipements pour tout investisseur qui souhaite investir dans le port. Chaque investisseur aussi peut prétendre à 8 années d'exonération fiscale sur l'ensemble des impôts et des bénéfices sur son projet. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a dans la sous-région ou en Mauritanie des zones aussi proches de Nouakchott qui peuvent prétendre à ce package de facilité qui est donné aux investisseurs. Il y a quelques investisseurs, alhamdoulilah, qui ont déjà commencé à s'installer. Il y en a d'autres qui sont en train de venir. Et toute la communication que nous faisons commence à faire écouter, faire entendre aux investisseurs qu'il y a quelque chose qui est pour eux. J'ai entendu tantôt des questions dire que pourquoi mettre les investisseurs étrangers et nationaux sur le même bord. Moi, je crois que la discrimination dans l'investissement n'est pas importante. Les nationaux, ils ont énormément d'atouts que l'investisseur étranger ne peut avoir. Tandis que pour les encouragements douaniers et fiscaux, si on met les gens ensemble, on évitera ce qu'on appelle la fraude. La fraude, les gens sont spécialisés. Si aujourd'hui, un investissement étranger devait avoir plus que les nationaux, les gens vont changer de nationalité pour pouvoir profiter. Ça, c'est un sport qu'on connaît très bien. Et le contraire, si un étranger aujourd'hui a moins de faveur qu'un investissement national, les étrangers vont chercher à ce qu'un investisseur mauritanien puisse être leur paravent
pour pouvoir profiter de ça. Donc la meilleure façon, c'est l'égalité. L'égalité des chances, l'égalité des droits, l'égalité des devoirs. Et c'est ce qui fait l'humanité. Et c'est cette égalité qu'on doit tous chercher à préserver. L'investissement étranger, il est très important, comme vous savez, pour la balance des paiements. Il est important pour leur capacité, parce que nous sommes dans un pays pauvre, on manque les moyens et on manque surtout le savoir-faire, la technologie. Les investisseurs étrangers nous amènent ça. Nous, ce qu'on peut amener aujourd'hui, ce sont ces opportunités d'investissement qu'on doit transformer en investissement réel. Et malheureusement, beaucoup de Mauritaniens ne sont pas au courant. J'ai vu au port quelqu'un qui a mis 1 milliard et quelques d'investissements dans un complexe frigorifique privé. Et lorsque je suis venu, je lui ai parlé est-ce qu'il a eu l'agrément au code des investissements pour pouvoir bénéficier des avantages. Il m'a dit qu'il n'a jamais été au courant. Figurez-vous, ce bonhomme, il a payé 100 millions d'ouguiya à la douane sur des matériels qu'il a importés et il n'a jamais été au courant qu'il aurait pu gagner ces 100 millions seulement en respectant ou en profitant des avantages qu'on peut lui donner. Donc c'est pourquoi ici on communique et on profite de cette tribune que vous nous donnez comme occasion pour vous expliquer, pour vous faire connaître, pour vous faire dire que vous pouvez bénéficier d'avantages réels à 60 km de Nouakchott, à 30 km de son aéroport, sur une route internationale qui relie l'Europe à l'Afrique et sur le bord d'une mer calme et stable avec des étendues qui sont de 1000 hectares destinés à l'investissement. Aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe au niveau de Toujounine avec la zone industrielle qui est entre les maisons. Ça ne peut pas durer, c'est malsain, ce n'est pas normal et on doit faire tous en sorte de dégager les industries de la ville pour ne pas continuer ce problème de santé publique. Les populations ont commencé à bouger, à protester. Donc j'invite toutes ces usines qui sont au niveau de Toujounine, c'est la route Toujounine-Darnaïm, de profiter de ces 1000 hectares au niveau du port de Tanit pour pouvoir venir et s'installer. J'invite les acteurs de la pêche qui sont là présents, qu'aujourd'hui, le poisson qu'on débarque à Tanit, des millions, voire des centaines de milliers de tonnes, sont acheminés dans des voitures à Nouadhibou et à Nouakchott parce qu'on n'a pas l'infrastructure de conservation de poissons ou de traitement de poissons. Donc les gens cherchent, avec beaucoup d'usines ici qui sont sous-exploitées au niveau du marché de poissons, ils peuvent se délocaliser et profiter de ce port pour pouvoir gagner sur le truc. Donc nous, pour résumer, le port de Tanit est là, il ouvre les bras, lui et sa zone économique spéciale de 1000 hectares qui s'étend de la route de Nouadhibou jusqu'à l'océan avec tout ce qu'il faut comme commodité, et je le dis bien, il ne manquait qu'un lieu pour habitation, et avec le lotissement qu'on va rapidement commencer à distribuer, les gens auront, j'espère, là où habiter. Donc, je crois que j'ai été assez complet. J'attends les autres questions qui me feront un honneur de pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ahmed. Alors, donc, on vous revient tout à l'heure pour des questions à ce propos-là. Avant de passer aux défis et enjeux du secteur privé, avec M. Sidi Khalifou, on aura besoin de savoir quels sont les objectifs et le rôle des de ce club-là, des entrepreneurs mauritaniens. D'abord, je remercie effectivement les organisateurs pour cette occasion. Je pense que c'est une bonne occasion de concertation. Et effectivement, le thème est très intéressant. Et je pense qu'il mérite beaucoup plus que ce qu'on lui donne aujourd'hui. Surtout quand on compare à des activités comme le Wayland Gaz et autres qui ont beaucoup d'attention. Je pense que la pêche et l'économie bleue mérite encore plus que ça. Nous sommes en fait nous sommes un club de PME. Je suis ravi d'ailleurs que dans le panel d'avant, l'accent a été mis beaucoup sur l'entrepreneuriat et les entreprises et leur rôle, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose de clair. On est 52 PME multisectorielles, et dont certaines sont dans le domaine de la pêche, et d'ailleurs les services et les équipements à la pêche, la raison pour laquelle aussi on est là.
Et ce que je vais dire ici, un peu un point de vue, en tout cas d'une partie de ces PME-là. Et par rapport aux enjeux, je vais effectivement, c'est les mêmes problématiques. Ce club-là, l'une des choses qu'on a constatées, c'est que la plupart des PME ont les mêmes problèmes à peu près, quel que soit d'ailleurs le secteur. Donc ce que je vais dire va être un peu général, mais il est tout à fait applicable à ce qu'on a dit, aussi bien pour la gestion des infrastructures maritimes que pour les équipements, leur financement, et tous les défis et les enjeux qui sont liés aujourd'hui au développement des PME en Mauritanie. Je parle PME, c'est un thème qui n'est pas très précis en Mauritanie, et sa définition mérite d'ailleurs d'être éclaircie, mais pour nous, c'est des moyennes entreprises, une dizaine à une centaine d'employés, moins à peu près d'1 milliard d'oubliés de chiffre d'affaires. Donc c'est pas les petites, c'est pas les grosses, c'est ce qui est au milieu, mais c'est ce qui fait l'économie et ce qui a aussi beaucoup de besoins pour être appuyé. Et on l'a vu ce matin dans le débat avec le PNUD, c'est là où il y a une attention particulière et des besoins qui doivent être faits. Quelles sont les contraintes que nous avons aujourd'hui, en tout cas les défis et les enjeux? Je crois que le premier est un défi de structuration. On est bien conscient qu'il y a un patronat, il y a même la fédération des pêches, mais nous estimons qu'il faut encore plus de structuration et plus d'organisation des secteurs, et c'est ce que nous essayons de faire à travers le SEM. Plus d'échanges, plus de concertation. D'ailleurs, cette rencontre aussi est une concertation. Ça, c'est un premier élément qui est fondamental. Le deuxième, plus de dialogue avec le gouvernement, c'est les problèmes que nous rencontrons. Je crois que s'il y avait un dialogue plus constructif et plus, entre guillemets, tendu, il y aurait plus de résolution des problèmes que ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de problèmes peuvent être résolus s'il y a un vrai dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Ça se fait de temps en temps, mais c'est très léger et ce n'est pas très structuré et pas très thématique. C'est ce que nous cherchons. Et je crois que le secteur de la pêche, de ce qu'on a vu ce matin, et l'économie bleue, mérite ça encore pour régler les problèmes. On l'a vu un peu sur les débats de la fiscalité, on l'a vu sur la communication par rapport aux exonérations qui ont été dites et aux avantages liés au régime d'investissement. Tout ça reste très réduit et mériterait à être plus développé. Et si on parle des ressources et de l'environnement, c'est encore plus fort. Et on l'a vu ce matin avec la contradiction, en tout cas la cohabitation entre les ressources gazières et la pêche, qui est un risque, ou les ressources halieutiques, qui est un risque. Mais ce qu'on a vu dernièrement aussi, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés même à l'exploitation des ressources elles-mêmes. Que les dégâts aujourd'hui sur le chalitage, sur les techniques de pêche, sont encore plus catastrophiques pour la pêche que les secteurs d'air gazier. Et c'est un point qui mérite de discuter et sur lequel le secteur privé doit être aussi plus responsable au niveau de la gestion des ressources, mais le gouvernement aussi plus vigilant pour le contrôle de ces ressources-là. Après, la problématique du financement, elle est essentielle et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir du financement en Mauritanie pour des PME. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà les moyens, je parle de ceux qui n'ont pas les moyens et qui ont des idées, qui veulent entreprendre. Et c'est ça qui limite aussi tout ce qui est valorisation, tout ce qui est équipement, tout ce qui est gestion. Il faut qu'il y ait ces moyens de financement et ça tarde, et surtout du capital, pas que du crédit. Des crédits oui, mais aussi du capital et des investisseurs qui peuvent, que ce soit des banques publiques ou des banques privées ou des investisseurs privés, mais qui peuvent aider les vrais entrepreneurs, entre guillemets, à travailler aussi, à avancer. Sinon, on reste dans des spéculatifs, dans des commerciaux, comme on l'a dit, et on n'a pas d'entreprise, on n'a pas d'emploi et on n'a pas d'économie. Et c'est un vrai problème. Et c'est aussi la capacité aussi à innover et à entreprendre qui reste très réduite. On est beaucoup plus dans plus ou moins le copier ou l'imitation, beaucoup plus que dans l'innovation, parce que c'est plus compliqué, ça demande des compétences techniques et entrepreneuriales. Aujourd'hui, c'est une nécessité aussi que l'administration appuie cette innovation et qu'on puisse miser sur ceux qui ont innové, même à petite échelle, pour les développer. Et ça manque beaucoup par rapport à ça. On a beaucoup parlé de fiscalité entre les différents régimes.
mais surtout bon, c'est le régime où il y a des facilités. C'est vrai que c'est un avantage qu'il faut juste connaître et appliquer, mais par rapport au régime classique, il y a quand même de la souplesse à trouver aussi pour les PME. Aujourd'hui, beaucoup de PME évitent le formel, ou j'ai dit beaucoup de secteurs informels évitent le formel à cause de la fiscalité. Il est nécessaire pour encourager les PME à financer, à développer leur activité, à ce que cette fiscalité soit plus souple et plus adaptée. Et c'est un débat, c'est applicable à la pêche. Je pense que c'est l'un des premiers secteurs où ça a été, il y a déjà une réflexion qui commence, mais c'est valable pour les autres secteurs aussi qui sont liés à ça. Les ressources humaines, un gros défi aussi, tout ce qui est lié aux ressources humaines. Je vais juste, effectivement, il y a une grosse, et ça tout le monde le sait, mais je le souligne, une grosse inadéquation entre les formations proposées aujourd'hui et les compétences demandées par l'industrie. Si on parle des forwards, lesquels Ahmed a réagi tout à l'heure, aujourd'hui on a dans ce secteur de gros besoins en forward. Mais très peu de compétences en forward existent et très peu de formations valables. Pourtant c'est un secteur essentiel, mais aujourd'hui il y a peu de techniciens valables en forward sur le marché. Quelques-uns que tout le monde essaye de trouver, mais il y a peu de formations aussi appliquées de haut niveau par rapport à ça. En dernier lieu, le coût de l'énergie, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un gros frein dans tout ce qui se fait. Je pense qu'on a les possibilités de les baisser avec les ressources gazières, avec les énergies renouvelables, mais ça demande aussi plus d'investissements rapides et plus surtout d'accès des zones industrielles à l'électricité pour que ça soit plus bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est un frein d'installation de beaucoup d'entreprises et d'investissements par rapport à l'énergie. C'est l'un des premiers facteurs de blocage pour pas mal d'entreprises qui veulent s'installer, parce que c'est énorme, c'est une charge énorme. Voilà, j'ai été un peu large par rapport à ces défis, mais de souligner l'intérêt aujourd'hui de cette notion de PME, de son développement, de son impact, de sa valeur ajoutée sur le secteur concerné, mais sur l'économie globale d'ailleurs en Mauritanie, et la nécessité de lui accorder le cadre et l'importance qu'il faut pour accompagner ce secteur-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, donc, les PME restent toujours un pilier économique important dans tous les pays. Donc, on a à l'horizon 2030 des perspectives à voir. Donc, ces perspectives, on estime bien avoir des positivités à l'horizon. Et on aime bien que les PME ne restent pas toujours PME, ils vont grandir avec le temps dans ce secteur pilier de la Mauritanie. Alors, on donne la parole à M. Dada Ould Blel pour nous parler des perspectives à l'horizon 2030. Merci. Tout d'abord, je dirais que cet événement est extrêmement important et que c'est le premier de son genre donc, en Mauritanie. Et on espère que dans les prochaines années aussi, ça puisse se perpétuer. Bon, tout d'abord, je vous adresse les salutations sincères du DG de la société, Chantier Naval de Mauritanie, M. Omar Youssef Gueye, qui a eu un empêchement à la dernière minute, donc raison pour laquelle il n'a pas pu assister. Moi, je suis directeur de la stratégie, la gestion des projets de la communication au niveau de la société. Et je trouve en fait un plaisir pour parler au nom de la CNM dans ce panel. La société Chantier Naval de Mauritanie a été créée par décret en 2014 et sa mission principale c'est la construction de bateaux et la réparation de bateaux. Donc construction et réparation navale sont nos principaux objectifs. D'abord, il y a un constat qui a été fait. Vous savez, la Mauritanie a une superficie maritime de 230 000 km² avec plus de 600 espèces de poissons, dont 200 commercialisables. Mais pour extraire ce poisson de la mer, il faut des bateaux. Les poissons sont là, mais ils sont en mer. Pour les valoriser, pour les transformer, pour les exporter, il faut extraire le poisson de la mer. Donc, d'où il y avait nécessité de mettre en place un chantier naval qui va permettre de mettre à la disposition des usagers donc des bateaux. Les bateaux que nous construisons sont de 3 types de bateaux. Ils sont en polyester, communément appelé plastique. Et je dirais que le polyester, du point de vue au niveau de la FAO, il nécessite de gros investissements plus que le fer, l'acier. Nos 3 types de bateaux sont des bateaux de 14,08 mètres pour la pêche de fond. Essentiellement, ils sont tournés vers
appelle le poulpe, qui a une forte valeur marchande. Nous avons des bateaux de type de 19 mètres, qui sont des bateaux seineurs, donc qui travaillent avec la scène tournante. Et nous avons des bateaux de 7 mètres de long, qui sont destinés à la pêche sportive, le tourisme et la pêche de plaisance. La servitude, j'allais dire. Bon, actuellement, en termes de chiffres, nous avons construit et livré 260 bateaux de 14 mètres de long. Et nous avons livré aussi, nous avons construit 2 bateaux seineurs. L'un d'eux est en phase expérimentale pour le moment, et l'autre il est dans notre chantier. Et nous avons construit aussi 5 vedettes de 7 mètres de long. Il y a un problème qui est posé en Mauritanie, c'est que nous avons des poissons dans la mer, mais la ménagère, quand elle part au marché, elle ne trouve pas de poissons. Le poisson pour la consommation humaine. La question a été posée à maintes reprises, à la télévision, dans les réseaux sociaux. La Mauritanie a des côtes poissonneuses, mais les Mauritaniens ne trouvent pas de poissons. Il y a l'une des raisons, c'est que nous n'avons pas de bateaux spécifiquement mauritaniens. C'est-à-dire qu'on a des hommes d'affaires qui ont des bateaux, mais qui sont surtout tournés vers l'exportation. Donc des bateaux qui prennent le poulpe surtout, et les poissons des mers de façon globale, mais ces poissons ils sont destinés à l'exportation. Le marché local pour la consommation humaine, il est ravitaillé certes, mais par des quantités très, très faibles. Pour que nous puissions contribuer au ravitaillement des marchés en poissons, il est nécessaire à ce qu'il y ait une flotte nationale, une flotte mauritanienne, c'est plus juste, une flotte mauritanienne, qui sera active dans le domaine de la pêche pélagique. La pêche pélagique, c'est-à-dire que les sardines, sardinelles, chinchard et un consort. C'est ce que nous, en tant que Mauritaniens, ce que nous mangeons. À ce type, dans ce cadre, nous avons notre premier seineur. Vous savez, quelqu'un pourrait dire, vous avez 2 seineurs seulement, jusqu'à présent, on ne les a pas vendus. Pourquoi? Parce que le premier bateau seineur qu'on a construit n'est pas encore testé sur le plan capture, donc il n'est pas parti pour pêcher. Sur le plan technique, il est homologué validé par le bureau Veritas, architecture, plan, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan capture, on ne l'a pas encore expérimenté. On ne l'a pas vendu parce que le Mauritanien, si un bateau n'a pas encore fait ses preuves, il n'est pas prêt à le vendre. Il n'est pas prêt à l'acheter. Par contre, pour des bateaux de 14 mètres qui sont vraiment notre produit phare, 14 mètres, l'expérience a été faite avec des professionnels, donc des capitaines, auxquels ont été cédées les premières embarcations. Et comme ce sont des professionnels, donc ils ont bien pu travailler et les bateaux ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, je vous dis, à l'heure où je parle, il y a un grand engouement sur les bateaux de 14 mètres. Donc, pour contribuer effectivement à ce problème de ravitaillement, nous avons décidé quand même de mettre en place une ligne de production, surtout pour les 19 mètres, tout en sachant que nous allons maintenir notre production de 14 mètres. Donc, je ne peux pas être long, mais je dirais que pour les perspectives d'avenir, c'est quoi? Nous avons déjà 260 bateaux de 14 mètres que nous avons produits et livrés. Ça signifie que nous devons avoir un service après-vente assez développé. Je vous dis, une fois nous avons eu la visite de la commission sous-régionale des pêches, la CSRP, qui est basée à Dakar. Ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas que la Mauritanie construisait des bateaux. Les bateaux ne sont pas assemblés ici. On les construit de A jusqu'à Z. Donc ce qu'on appelle la lamination, du le moulage ou la stratification, jusqu'à l'assemblage du bateau de pièces. C'est le moulage. Comme vous savez, le moulage c'est quoi? C'est qu'on a une pièce, on a un moule, on construit la pièce dans le moule et on a des moules. Donc c'est ce qu'on appelle le moulage ou la stratification ou bien la lamination. Donc, du début du processus jusqu'à la fin, les bateaux sont construits dans nos chantiers. Donc, alhamdoulilah, on a une forte main-d'œuvre qui a été formée. Donc, c'est la construction des bateaux. En termes d'emploi, les 260 bateaux que nous avons livrés ont créé plus de 2600 emplois indirects, c'est-à-dire les marins embarqués sur ces bateaux,
et plus effectivement des emplois à terre. Donc ça, c'est 2600 emplois qui sont créés dans le secteur de la pêche artisanale et côtière. Et au niveau du chantier, nous avons aussi 200 emplois qui sont des Mauritaniens. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Donc nous voulons développer un service après-vente. Parce que nous avons déjà 260, on a une flotte, on en parle de 260 bateaux qui sont là et qui demandent effectivement des réparations. Dans le cadre du programme du président de la République, PROPEP, nous avons acquis une machine qu'on appelle une machine CNC. C'est une machine de découpage laser qui est très performante. Je vous dis qu'on l'a acheté avec 50 et quelques millions de nos ouguiyas. Donc ça, c'est le financement du programme élargi du président de PROPEP. Donc nous comptons vraiment avoir, pas seulement ça, parmi nos chantiers structurants aussi, nous voulons avoir des partenaires. Donc les partenaires aussi, c'est extrêmement important. Et nous voulons écouler notre produit en dehors de la Mauritanie. Parce que nous sommes l'un des rares chantiers dans la sous-région qui fabriquent des bateaux. Nous invitons que les gens viennent nous rendre visite à notre chantier qui est à Nouadhibou. Nous le sommes à Nouadhibou. Mais compte tenu de l'importance de cet événement, nous avons effectué le développement pour vraiment partager avec vous les quelques informations dont nous disposons. Et je vous remercie. Alors on ouvre la parole aux discussions, aux questions, si vous êtes prêts. السلام عليكم ورحمة الله. السادة المتدخلون، السادة الحضور، كما يقول بعض المختصين في مجال الغذاء الصحي، ينبغي تغيير بعض الوجبات وإدخال بعض المواد التي ربما تدخل في صحة الإنسان. من هذه الزاوية ومن أجل توسيع دائرة المتلقين من حيث فهم مداخلات المتدخلين باللغة الفرنسية، أود صحيا أن أطرح السؤال باللغة العربية حتى تتسع هذه الدائرة. السؤال أو الإشكالية الجوهرية التي أود أن أطرحها في هذه المداخلة موجهة إلى السيد مدير ميناء تانيت السيد أحمد خطري. السؤال يتمحور حول ما يلي: من خلال المداخلة التي قدمتم فيها عرضا مفصلا يتعلق بالفترة التي وجدتم فيها الميناء، وكذلك الإصلاحات التي قمتم بها من أجل نقل هذا الميناء من مرحلة معينة إلى مرحلة ربما يطمح إليها الكل. أود منكم سيد المدير أن تقدموا ولو اختصارا، ولو كما يقال بالزريقة حتى يفهم البعض هذه المداخلة، الوضعية التي وجدتم فيها مؤسسة الميناء والآفاق المستقبلية المتعلقة بالاستثمار، خصوصا العروض المغرية المقدمة للمستثمرين الوطنيين وكذلك الأجانب. وحري بنا فعلا أن نقف عند هذه المساواة التي قدمتم بين المستثمرين الوطنيين والأجانب. هذا باختصار، استودعكم الله. Habibullah Mohamed Ahmed, DGA APIM. Je voulais juste apporter une petite contribution par rapport au thème qui est lié au financement des infrastructures et des activités liées à l'économie. Déjà, comme vous l'avez mentionné, les PME et les PMI en Mauritanie surtout sont confrontés à plusieurs contraintes liées surtout au financement, l'accès au financement. Il est difficile justement pour une PME ou pour un investisseur qui vient de démarrer d'avoir un accès au financement. Donc c'est un problème qui mérite d'être résolu. Mais ce problème est surtout posé au niveau de l'accès au financement à des ressources longues. Et c'est issu peut-être de l'incapacité de mobilisation des ressources propres pour l'investisseur lui-même. Aussi, c'est lié aussi à la difficulté de présenter des garanties acceptables pour les banques en Mauritanie. Donc, ce qui fait effectivement qu'il y a une contrainte liée à ce financement. Déjà, je pense que
il y a des solutions pour peut-être pallier à ce problème, dont quelques actions. La PIM, ou le ministère de l'économie de manière générale, est en train de travailler là-dessus. Déjà, il a été créé un fonds de garantie qui a été créé en 2021. Il n'est pas encore opérationnel, mais il est sur le chemin de l'être. Déjà, on pense aussi à créer un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement, justement, qui va peut-être résoudre ce problème. Déjà, il a été aussi créé une structure dédiée pour la formalisation de l'économie, qui pose aussi un autre problème pour les PME, parce que les PME sont restés toujours justement dans l'informel. Donc leur formalisation leur permettra peut-être de bénéficier ou d'avoir ou de faciliter en tout cas l'accès au financement. J'en ai déjà parlé tantôt sur qu'il y a une stratégie, une étude pour la stratégie nationale pour le développement de l'entrepreneuriat. Cette stratégie pourra peut-être aussi prendre en considération cette difficulté qui est liée à l'accès au financement et qui pose vraiment un grand problème. Et on a constaté les dernières années que le taux de survie des entreprises créées est tellement faible. Parfois, il ne dépasse même pas 45%, 50%. Donc, ça veut dire que les entreprises créées n'arrivent pas à continuer leur activité et à mi-chemin. Donc, peut-être des problèmes liés au financement, des problèmes techniques et d'accompagnement et de suivi. Merci. Ahmed de Portanit. Question adressée au CNM, chantier en Mauritanie. Comme vous avez essayé les 10 premières dizaines bateaux avec les bateaux mauritaniens, avec les capitaines mauritaniens, et ça a donné des très bons résultats, pourquoi ne pas essayer les bateaux pélagiques avec les capitaines mauritaniens une nouvelle fois? Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, Mohamed Cher, spécialiste en communication. Je vous remercie pour vos interventions très pertinentes. J'ai juste une question. Est-ce que pour le Portanit, est-ce que vous avez des solutions logistiques pour les entreprises dans le secteur de la pêche déjà mises en place? Et est-ce qu'il y a un bon moment pour investir? Merci. Alors, on commence par la réponse de la dernière question, au port de Tanit. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah. شاكر متداخل محفوظ أن أعطاني فرصة نتكلم بها بالحسانية نشرح بها شوي الشيء اللي كتب بالفرنسية. قلت عن بورتاني تعدل له أقل من 5 سنوات لغير كان مشروع ما هو تام وعدل بطريقة شاطرة وقال له ياسر من شيء. وبعد قاعد أهميته عنه قريب من واكشوط وهذه المنطقة الصيدية اللي في الجنوب هو الميناء الوحيد اللي خاص بالصيد فيها. المواني الآخرين لا شور نواذيبو وهذا كان مشحف بالبواخر ما هم البواخر الصغار اللي هم فريق كان مشحف لهم المشي شلون نواذيبو يعود واحد منهم يحود جنوب نواكشوط يعود لابد من يقيس نواذيبو ياك يطرح هوتو والله ياك يقبل غزوال والله ياك يطرح رقاج ولا شيء. المهم هذا عادل قريب وهذا هو هميته ملي عند المنطقة اللي هو فيها معروف أصلا بكثرة الحوت. ومن سابق الاستقلال كان دائما مقرر أن يعود فم مشروع ميناء والدولة ارتأت عنها الدرهم ذاك المشروع. للأسف كي تتركون ما كان تام، كان قال له بعض من البنية التحتية اللي وساتهم هو تام. المديرين اللي سبقوني يجازيهم ويكافيهم تباركوا معاه ذوك الظروف صعبة كانهم يقدموه وكانهم يوفوا ذاك القالو. ومحيد التالي منهم اللي سبقني اللي قد يقنع الدولة ان اعطاته 26 مليون دولار لتكملة الميناء. هذيك 26 مليون دولار فيها ياسر من القال الميناء. في اول شيء مصنع للثلج عن قلاص لابد الحوت لابد من قلاص كان يجي من بعيد ياك يجي من واكشوط ياك يتمونوا به البواخر. المهم اليوم بمئزين لدشنا رئيس الجمهورية 25 وراعيني بالمناسبة مناديكم تحضروا لها. فمولي مشروع إيزين هذه تريتمون كونسيرفاسيون دو بواسون وذيك مولي جاء تمويلها جهز من خطرة المؤسسة اللي تبنيها
واللي تبنتها إن شاء الله قريبا، معها مشروع شبكة للطاقة اللي هي الكهرباء، ومعها مولي مرسى للحوت، ومعها الشراي ناقلة اللي هي الريموركر، ومعاها مرسى للحوت، وفم مسجد مولي بتنوفا، وفم ما شاء الله مقر الجندرمري، وفم سيارات، وفم مكاتب جداد عدل. هذا كامل يرجع الفضل للمدير اللي سبقني انه قد يجبره من عند الدوله. واليوم الميناء ما كان حتى الماء، هو قاعد يحمل فيه كانت الماء، كانت عنده مصنع لتحليه الميناء، تحليه المياه، واليوم الحمد لله يجيه الماء من واكشوط، من مشروع 3 مليارات من لقيه، والحجر الاساسي يطرح يوم 25 ان شاء الله. هذا يوسع هذا كامل عنه الميناء ليصبح اليوم جاهز لتقديم جميع الخدمات التي يقدموا للصيادين والله للبحارة والله للصيد. الميناء مكونة من منطقة صناعية خاصة، ذيك المنطقة الصناعية الخاصة اللي قالها قطب التنموي التانيت بمدونة الاستثمار، المادة 15 منها تعطيها تحفيزات خاصة لحد الاستثمار فيها. 2020 مجلس الوزراء اتخذ قرار رقم 40 2020 عن حد ذيك باطن المنطقة، قرر عنها تعود محيطة بالميناء، فيها 1000 هكتار مخصصة للاستثمار. مستثمر كامل اليوم الاستثمار بالميناء يجبر الأراضي بسرعة، شي ما يلحق ساعتين يقدر يجبر فيه يدور من التراب، يغير ملي بثمن ما هو كبير. كل متر مربع من التراب أعطاه المستثمر يخلص عنها شهريا 40 وقية، والله 42 وقية بالتحديد، والله قاع 41.6 بالتحديد، هذا اللي يخلص عنها شهريا عن متر مربع. وعنده عن معدات المشروع اللي يعدل كاملها اللي تعود معفية إعفاء مطلق من الجمارك، ما تداول بصفة الحسانية بعض. وإلين يبدأ مشروع مولي عنده 8 سنوات ما يخلص الضرائب على الشركات اللي يعطوا للضرائب. وهذا يجعل هذا القطب التنموي اللي 60 كيلو من واكشوط، 30 كيلو من المطار، موجودة على طريق دولية تربط بين أوروبا وإفريقيا على حاشية البحر، عنه اللي عنده من التحفيزات ما تقد اليوم في عاصمة عالم بها من العواصم اللي في العالم كامل يقد حد يقول عنه يقد يجبرها. لو الوساه يقد ينجبرش من التحفيزات، غير دائما يعودوا بعيد، والله يعودوا مناطق حرة، غير ما يقد ينجبر قريب من واكشوط اللي العاصمة. تعرفوا عن العاصمة اليوم عندها مشكلة مناطق صناعية، وهي المنطقة اليوم اللي احنا في جنين بين ودار نعيم عنها فيها شي من الإزينات ضارين بالمواطنين به اللي هم ملوثين عليهم البيئة، وسنتاو يظاهروا كانوا مش عنهم. هم ذوك داعيهم عن ميناء تانيين والأراضي الشاسعة اللي عنده مخصصة لهم، عنهم يجوا يستثمروا فيها ولا يجبروا الإعفاءات اللي ما عندهم بلادهم هذا، ولا يجبروا عنهم اللي يعودوا ما تلاقوا يضروا المواطنين صحتهم اللي بزرهم. هذا هو اللي خالق. بطرحت قبيل مثال عن للأسف هذا اللي نقوله بصفته هاي وعلم كنتم به عن قليل حد من المستثمرين عالم به. المنال حق جي واحدين قطوا استثمروا وزقلوا المليارات في الاستثمار فهم، غير ما قطوا استفادوا من هذه التحفيزات اللي عاطية الدولة. المشكلة بسيطة، اللاعب ما جبروا حد قاعد يعلمهم بهم، هم مو عالمين بهم، وهو وساهم ماشيين فيه. ما حد في لابين مولي نفس الشيء. اليوم عندنا المدير العام المساعد اللي حيه من هذا البلد لوكالة طريقة الاستثمار، مقطعات سابقة هو المدير العام للإدارة العامة المختصة بترقية القطاع الخاص، ما شاء الله يعرف هذه حيثية الاستثمارات، يعرف عنه أكثر اللي يجيه من الأجنبيين يدوروا التحفيزات من الموريتانيين به اللي ما هم عالمين بها. وهذا هو دائما مشكلتنا احنا عن ما نعلموا بشيء. واليوم سمعت واحدين هون يقولوا علاش نتقادوا نحن والأجنبيين في التحفيزات المعطية لنا. قلت قبيل بالفرنسية عن أخير قاع لا شيء كامل فيه العدالة وفيه المساواة وفيه التقادي، هو اللي قد يضمن الاستمرارية. إلين نقولوا اليوم وانتم ما تعرفونا وتعرفوا دولتنا وتعرفوا بعض مجتمعنا عن مستثمر الأجنبي عن عنده شيء خصه عن مستثمر موريتاني يدور واحدين يمشوا يجيبوا
تواغط عن ما هم موريتانيين ياك يجبروا تحفيزات، والعكس هم اللي خارج. يعني نقولوا عن موريتانيا يعني عنده تحفيزات ما هي عند الأجنبي. تعرفوا هم اللي يعني دور أجنبيين يجون ويقبلوا موريتاني يطلبوه يعدوا الاستثمار على اسمه يكانهم يستنفعوا من ذوك التحفيزات. المشرع صقع قال هذا بسيط، نحن اللي نقادوهم وغيرتوا تعرفوا بين نحن وبينكم هم عنكم يتقادية، لا أنتم في موريتانيا ما زلتوا غابرين بيلكم في دولتكم وبيتعرفوا بلاد منين تقدروا تدخلوا تقدروا تاخذوا، وتعرفوا ذاك اللي عندكم عن هذا يعطيكم ميزة ما عندهم هم. غير ملي نعرفوا كاملنا عن مستثمر أجنبي لا يستثمر هون عنه جاي من موريتان. العملة الصعبة اللي هي مهمة لعملتنا، عملتنا هاي اللي ما تعود جياس من العملة الصعبة اللي تعود مشكلة عنده مشكلة متينة. غير ملي اللي هي يخلق لنا ياس من فرص العمل، ولا يعود يخلق لنا شي يقولوا له شي من هو اللي عاد قاعد اللي يصدر ملي اللي يدخلنا شي من العملة الصعبة. غير ملي اللي يزيد الثروة، وهذا الشيء مهم. معناها اليوم عن كلها عنده أهمية ما عند الآخر، وهذا الواسع أصل تساوي وفي تقادي، وهذا هو الوسائل إن شاء الله مستعدين نمشي فيه. هذو المقاولات المتوسطة والصغيرة اللي تكلم عليهم أخي وصديقي سيدي والخليفو، أنا حيي ونرى عنه يعم يشتغل شغلة متينة في هذا اللي كانت عنده مشكلة متينة. حبيب الله المدير العام المساعد وكالة الاستثمار تكلم عن الفرص التمويل وبقاء هذه المؤسسات. نعرف عن قادم واللي أخرى نحن بعد رسميا في الميناء مستعدين نعطوهم جزء من هذه المنطقة الحرة، المنطقة الخاصة اللي ينقالها قطب التنمية التانيت، يعود مختص لذوك المقاولات الخفيفة الصغيرة، ويعودوا يعودوا فيه بطريقة مسهلة، ونجطوهم من التسهيلات اللي ما نعطوه للشركات الكبرات. هذا من الأمور اللي اليوم رسميا أعلنه. Il y a quelqu'un qui a posé une question qui concerne le terrain d'eau du port de Tanit. Il est de 5,5 mètres. Pour ce qui est il a parlé aussi des équipements pour les filets saines. Le port avait parmi les choses qui lui manquaient de la manutention. Nous avons lancé une consultation ouverte et on a choisi une société spécialisée en manutention qui a déjà commencé le travail et qui est dans ses cahiers de charges obligé d'amener tous les équipements et les infrastructures nécessaires à la manutention de toutes sortes de pêches, de filets et de débarquements. Cette société a commencé déjà son travail et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça encore répond à la solution logistique que quelqu'un d'autre a posée. Donc aujourd'hui, les solutions logistiques, le port en a, et ce que le port n'a pas, il a encouragé des investisseurs à le proposer ici. Donc avant que je clôture mon intervention, je vous invite demain, pas demain, le samedi, à une visite du port suivie d'un déjeuner à base de menu du poisson de Tanit. Donc ce sera le samedi, ce sera au bord de la plage, sous des chapiteaux et des khaïmas, avec une ambiance mauritanienne. Donc vous êtes tous invités à se déplacer à partir de 11 h, faire la visite et éventuellement déguster les poissons de Tanit. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Ahmed. C'est programmé déjà dans le programme qu'il y a une visite au port de Tanit et tout le monde sont invités. Donc, je pense qu'il y a d'autres questions à répondre. Oui, je voulais juste réagir sur deux points. Il n'y a pas eu de questions, mais c'est plutôt une réaction à l'intervention du DGA de la PIM. Nous suivons avec intérêt effectivement ce que fait la PIM et on est en attente. Et effectivement, cet aspect de financement à long terme, qui pour nous c'est du capital ou des prêts à long terme, est un élément important que nous suivons. Et la mise en place du fonds d'investissement que nous attendons depuis une année et qui est bloqué pour des raisons qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça fait partie aussi du dialogue avec le gouvernement. Quand il y a des initiatives de fonds d'investissement qui sont destinées aux PME, effectivement, nous sommes demandeurs que ça avance et que ça puisse se faire. Et c'est de très bons outils parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises en Mauritanie qui sont parties de rien du tout avec des fonds d'investissement étrangers, pas mauritaniens, et qui ont réussi à arriver à un certain niveau de développement grâce à ces investissements à long terme. C'est des capitaux par rapport à ça. Deuxièmement, je remercie Ahmed pour sa proposition et je pense que c'est ce genre de choses dont on a besoin. C'est d'encourager effectivement les appuis et les collaborations avec les PME mauritaniennes
qui sont des investisseurs à leur façon. C'est vrai que ce n'est pas un gros un investisseur qui va amener des milliards, mais quand on en prend 10, 15, 20, c'est supérieur ou équivalent à un investisseur étranger, du point de vue emploi, du point de vue impact et même du point de vue investissement. Mais par contre, ils ont besoin de soutien et d'appui, et je pense que c'est un bon exemple de collaboration que nous notons avec intérêt et nous remercions. Et d'ailleurs, c'est des choses sur lesquelles on va commencer à travailler pour développer cette zone industrielle. Et je crois que c'est des concepts qui manquent en Mauritanie, d'avoir des bonnes zones industrielles qui sont gérées, exploitées, soutenues et développées avec des opérateurs publics qui mettent les moyens et l'énergie qu'il faut pour ça. D'accord, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions par rapport au chantier naval. Je crois qu'il y en a eu deux. La première question, c'est concernant la capacité des cales. Bon, nous avons des cales à poissons sur le bateau 14 mètres. La capacité, c'est 3 tonnes et 200 kg. Donc, et le prix, c'est 39 millions MRO. Donc, c'est une vente cash, 39 millions MRO. Et donc, c'est ce que vous avez demandé surtout, je crois, par rapport à cela. Donc, la capacité des cales, les moyens de conservation, c'est quoi? Nous avons des cales à poissons sur le bateau et c'est la glace qu'on met. La marée, c'est 1 semaine, 10 jours maximum, 1 semaine, 10 jours par marée. Bon, il y a une autre question qui a été posée par notre collègue du port de Tani par rapport à l'expérimentation des bateaux sonneurs. Que la première vague des bateaux 14 mètres, ils ont été expérimentés par les professionnels. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'était à l'état de projet. C'était un projet. Au début, c'était un projet de 100 embarcations, ce qui a été décidé au début. Mais avec l'appui justement de la CDD. Donc, c'est vrai, ils ont eu des bateaux, les premiers capitaines qui ont été sélectionnés. Ils ont eu des bateaux, mais ils ont été financés par la CDD pour l'achat des matériels. Et encore, le prix n'était pas le même. Bon, actuellement, le bateau sonneur, c'est la CNM qui a tout investi. Donc, on ne peut pas le donner comme ça. Donc, il faut vraiment trouver quelqu'un qui va l'armer, qui va s'occuper de l'équipage. Et c'est ce que nous avons fait pour le moment avec un partenaire mauritanien, avec une société mauritanienne avec laquelle nous avons signé un mémorandum d'entente, un MOU, qu'on a signé avec une société mauritanienne qui s'occupe de la partie armement, c'est-à-dire que tout ce qui est armement, c'est elle qui s'en occupe. Et le bateau, il appartient toujours à la CNM. Donc voilà pourquoi vraiment on n'a pas pris cette option de faire tester le bateau par des capitaines. Mais de toute façon, celui qui travaille à bord, c'est un capitaine. Donc c'est pas toujours les capitaines sont là. C'est des capitaines qui sont expérimentés dans le domaine des bateaux sonneurs. J'aimerais, si vous le permettez, de faire un petit briefing en arabe, en quelques mots. تنقول بأن الشركة الموتية لصناعة السفن تم إنشائها سنة 2014 موجب مرسوم سنة 2014 وعندها مهمتين أساسيات. المهمة الأولى هي صناعة السفن، المهمة الثانية إصلاح السفن. والسفن نعدلوا من البلاستيك معروف عند الناس، ما بلاستيك غير هذا البلاستيك لا يستهان به باللي يتطلب استثمارات ضخمة، ما هو كيف صناعة السفن من الحديد. وعندنا عدة أشكال من السفن. عندنا سفن طول 14 متر، هذيك تعمل أساسا في الصيد التقليدي يقبضوا قالوا بولب. وعندنا سفن طولها 19 متر، ذيك السفن داخله في نطاق الصيد السطحي، الأسماك السطحية كيف ساردينال وشنشار وذاك الشيء. وعندنا سفن خدماتية أسبع ماطر. عندنا قاعد من جولات في كابانو، والشركة على كل حال مقرها في نواذيبو، في نواذيبو أحد ميناء الصيد التقليدي. وقلت عنا مولي عندنا في صنعنا 260 سفينة من نوع 14 متر، وهي 260 سفينة تقريبا الاتحاد يقول انها خلقت 2600 فرصة عمل غير مباشرة، منهم البحارة اللي في السفن، علمة السفن، والناس الليبيين اللي كل سفينة اعتبروها انها مؤسسة، كل سفينة عندها مؤسسة يعتبروها انها مؤسسة. وهم اللي بالنسبة للشركة بنفسها عندها 200 زائد من العمال تقريبا متخصصين في صناعة السفن. وان اليوم ما كان معقول الدولة قلت موريتانيا عندها شواطئ تعد من اغلى الشواطئ مثلا الاسماك، عندها مساحة 230 كيلومتر مربع، وعندها 600 صنف من الأسماك
بدون ما عنده مصنع لصناعه السفن. بيقولوا على كل حال الحوت خارج خارج البحر، قد يبدأ من وسيله مرة الحوت من البحر. واحنا عندنا مشكله مطروحه دائما، يجي الناس حد قاس سوق سمك الحوت عاد يكبر فم المرجان يعود ما واعر يعود واعر، والله قاعد نادر. نفس الشيء مشكله مطروحه. ما قلت الدوله عندها الشواطئ فيها الاسماك بما يرى الحوت الاستهلاك البشري. بالتالي نعتبر ان اذا تم ترقيه صناعه السفن من طول 19 متر هذه والصيد السطحي، لكن لا كل حل يساهم في تزويد السوق المحليه لاسماك الاستهلاك. واشكركم. شكرا.